Alors pourquoi il faut organiser juridiquement l'habitat participatif? C'est parce que quand on prévoit rien, qu'on achète ensemble quelque chose, on est en indivision. Je ne sais pas si ça vous parle, l'indivision. Le gros défaut, c'est que juridiquement, enfin sur le plan légal, quand on est propriétaire ensemble de quelque chose, on a le droit de sortir de cette situation-là. On ne peut pas contraindre plusieurs personnes à rester propriétaires ensemble dans le temps. Donc s'il y en a une qui en a marre, eh ben, elle dit « moi je veux m'en aller » et les autres doivent racheter la part. Et si les autres ne peuvent pas racheter la part, elle peut imposer la vente à l'extrême, à la barre du tribunal, à petit prix parce que ça sera vendu aux enchères. Donc c'est une situation, de mon point de vue, qui est hyper dangereuse pour les autres. Parce qu'en fait, vous êtes à la merci d'un seul. Et un pétage de plomb, c'est fini, le projet il capote. Et comme dans des projets comme ceux-là, il y a beaucoup de... Alors ce que nous on appelle juridiquement l'intuitu personae, c'est-à-dire que vous vous mettez en groupe parce que c'est ces personnes-là et que vous vous connaissez et que vous avez envie de faire quelque chose ensemble, il faut absolument organiser ça parce que sinon dans le temps ça ne tiendra pas. Vous avez beau vous tous vous apprécier et avoir les mêmes envies, il faut quand même cadrer un peu les choses. Donc la question c'est comment on choisit, comment on s'organise. De ce que j'ai vu, il y a 3 gros critères, un critère économique, un critère psychologique, que j'ai intitulé comme ça parce que j'avais du mal à trouver un intitulé général, mais c'est votre perception de groupe, de votre rapport à la propriété. C'est est-ce que c'est important pour moi d'être propriétaire, moi, de là où je loge, ou au contraire, je veux vraiment que ce soit partagé, dans quel degré, voilà. Et le dernier critère qui est que j'ai qualifié de social parce qu'il concerne le groupe, comment on l'organise le groupe, comment on gère les entrées, les sorties, etc. Le premier critère économique. Alors, qu'est-ce que ça revêt le critère économique? Il y a d'abord comment on a des sous pour acheter. Donc le financement, parce que selon la forme sociale ou d'organisation que vous allez choisir, le financement ne sera pas le même. Il y en a qui vont permettre d'emprunter tous ensemble. Alors ça va bien avec la dynamique de groupe, mais parfois ça pose des problèmes parce que tout le monde n'a pas la même faculté d'emprunt. Donc comment on gère ça? Ou quand tout le monde n'a pas la même faculté d'emprunt, on s'oriente plutôt vers chacun emprunte la somme et éventuellement le met dans une structure, mais l'engagement personnel financier n'est pas le même. Et puis comme chacun fait son prêt, on est un petit peu, on n'est pas solidaire avec les autres des engagements financiers des uns et des autres. C'est encore différent. Et parfois on a le droit à des subventions. Ça, c'est la première partie du critère économique. Le deuxième, c'est le régime d'imposition. C'est qu'il ne faut pas oublier que selon la structure que vous allez choisir, l'imposition ne sera pas la même. Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, c'est pas la même chose. Et là, pareil, on revient parfois à un critère purement individuel. C'est déjà, nous, on a chacun notre situation, chacun notre impôt. Alors quand on est tous dans la même tranche, j'ai envie de vous dire, les conséquences sont les mêmes pour tout le monde, mais si on est dans des tranches très différentes, la réflexion n'est pas forcément la même. Et l'impôt sur les sociétés peut arriver surtout quand on envisage d'adjoindre une activité économique au projet. Où à partir du moment où il y a des gains, du coup, ils sont imposés et c'est du bénéfice commercial, donc potentiellement l'impôt sur les sociétés. Et ça a pour conséquence essentiellement, parfois un peu désagréable, que du coup vous ne bénéficiez plus de l'exonération des plus-values des particuliers à la revente. Puisqu'en fait, généralement ces projets-là, c'est quand même pour porter une résidence principale. Et vous savez que quand on revend ce qui est notre résidence principale, on n'est pas imposé à la plus-value. Sauf quand on est au régime d'imposition sur les sociétés où là, ça ne marche pas. Donc il y a ces paramètres-là à prendre en compte. Parfois un arbitrage du coup entre est-ce qu'on a une activité économique, est-ce qu'on n'en a pas, parce que sinon potentiellement je fais de la plus-value et je suis imposé après. Troisième aspect du critère économique, c'est la responsabilité financière des associés. C'est-à-dire que selon la forme d'organisation que vous allez choisir et surtout la forme de société, la responsabilité financière de ses membres n'est pas la même. Il y a ce qu'on appelle la responsabilité limitée et la responsabilité illimitée. Quand la responsabilité est limitée, c'est-à-dire que vous n'engagez pas votre patrimoine au-delà des sommes que vous avez mis dans la structure. Vous avez mis 100 000 €, on n'ira pas vous chercher au-delà. Et il y a des formes où elle est illimitée. Vous avez beau avoir mis 100 000 €, s'il manque 200, on ira vous chercher les 100 ailleurs que dans la société, donc sur vos patrimoines perso. Donc ça, c'est un critère aussi. Et donc le dernier critère sur le plan économique, c'est le fait de vouloir joindre une activité ou pas. C'est parfois un souhait, parfois pas du tout. Et ça, c'est très variable selon les groupes. Alors le deuxième critère, il est d'ordre psychologique. C'est ce que je vous disais, c'est le rapport à la propriété qui se traduit dans plusieurs choses. Souvent on me dit oui mais nous on se met ensemble, c'est un projet et c'est normal, vous êtes très porté sur l'idéologie c'est comme ça qui vous porte au départ, donc les belles idées. Après on rentre dans le concret quand même, c'est-à-dire qu'on achète un bien dans un marché qui est ce qu'il est, et sur la métropole lilloise
il est quand même hyper tendu, hyper élevé, il ne descend pas. Alors, il stagne un peu, mais et des projets comme les vôtres où il faut quand même des bâtiments un peu conséquents. Moi, les groupes que j'accompagnais, souvent, ils ont choisi des corps de ferme parce que c'est plus facile peut-être à diviser matériellement et à organiser collectivement aussi. Donc, on sort un peu de l'île quand même, on ne va pas se mentir, on ne trouve pas ça en métropole lilloise très proche. Mais n'empêche que le marché, il est un peu tendu quand même. Et donc, il y a cet aspect spéculation ou pas, où on me dit, nous, on veut acheter ensemble, on achète, mais on veut pas, on fait pas ça pour l'argent. Sous-entendu, quand on vend, on ne cherche pas la plus-value. N'empêche que la plus-value, elle existe quand même à un moment donné. Et dans l'organisation de la structure, vouloir refuser cette plus-value, c'est bien parce que ça veut dire que les gens veulent garder un petit prix de revente dans le temps. C'est une bonne chose parce que ça permet une mixité et ça permet à tout revenu d'intégrer le projet. Mais l'inconvénient, c'est que celui qui veut s'en aller, il est pénalisé parce qu'il repart avec moins de sous, quand bien même le bien a pris de la valeur. Donc lui, pour se réinstaller, c'est compliqué. Donc ça, c'est pas toujours évident à gérer. Et après, le rapport à la propriété, c'est est-ce que je veux être propriétaire ou est-ce que je veux juste être occupant ? La jouissance, c'est ça. La jouissance, c'est pouvoir occuper les lieux et en tirer un profit, enfin un revenu si c'était loué. Voilà, donc ça, ça peut être un critère aussi. Et puis, la mixité sociale, elle découle du fait que vous adaptiez, vous intégriez la notion de spéculation ou pas. Parce que si on cherche un profit, on ferme un peu plus potentiellement le profil des gens qui pourraient intégrer le projet par la suite. Parce que s'il faut mettre plus de ronds, faut avoir une situation plus confortable. Donc, voilà. Après, la mixité sociale permet aussi, puis parfois générationnelle aussi, j'aurais pu mettre, permet aussi justement aux gens qui ont déjà fait leur vie et qui ont déjà investi et qui ont un petit peu de sous de côté, d'aider les jeunes à s'installer, qui n'ont pas encore d'argent de côté. Et ça permet de faire un équilibre dans le groupe parfois. Mais ça nécessite aussi une grande confiance dans le temps, une bonne entente, et c'est pas forcément évident à gérer. Ou en tout cas, ça se comprend très bien au début et ça a plus de mal à tenir dans le temps. Parce qu'au début, on se choisit en considération de ça, mais s'il y en a un qui sort du projet, ça déséquilibre le tout et ça peut être plus compliqué. Le critère social, donc c'est la gestion du groupe, c'est comment on gère les entrées et les sorties du groupe. Est-ce qu'on valide toute entrée ? Est-ce qu'on se donne le droit de virer quelqu'un du groupe parce qu'on en a marre ? Dans quelles conditions ? Pourquoi ? C'est quoi les motifs de sortie de quelqu'un ? En fait, c'est pas si évident que ça à définir. Et puis, il faut avoir conscience d'une limite, c'est qu'il y a votre gestion de groupe toujours dans l'idéologie et de prévoir un motif d'expulsion parce que quelqu'un ne respecte pas le règlement, tout ça, ça s'entend. Mais après, on se frotte quand même à la réglementation obligatoire du logement, qui est quand même très protectrice de l'occupant. Vous savez très bien qu'on ne peut pas sortir quelqu'un de son logement comme ça. Il y a la trêve hivernale, il y a plein de choses. Et donc, c'est pas parce qu'on a décidé de quelqu'un sortir du groupe qu'il sort forcément de sa maison. Voilà. Il faut aussi intégrer ce paramètre-là. Dans le critère social et la gestion du groupe, il y a aussi, parce qu'un groupe c'est bien, mais il faut quand même une tête ou plusieurs têtes, mais savoir qui décide, comment, combien on est, quelles décisions on peut prendre tout seul, quelles décisions on prend tous ensemble, quelles décisions on prend à la majorité. Est-ce qu'on veut absolument, on ne veut pas qu'il y ait une seule personne qui décide, est-ce qu'il faut être au moins deux ? Est-ce qu'on fait une gouvernance lissée dans le temps, c'est-à-dire qu'on est 3 et puis des mandats de 3 ans qui se renouvellent tous les ans, voilà. Il y a plein de choses possibles et ça c'est pareil, c'est très, très personnel d'un groupe à l'autre en fait. Au final, sur tous les critères que je vous énonce, j'ai pas de réponse toute faite parce que selon les profils souvent très psychologiques des gens qui arrivent et leur histoire, le résultat qu'ils vont vouloir sera très différent. Mais grosso modo, les questions globales sont toujours les mêmes. Et donc l'organisation du droit de vote, c'est ce que je vous disais, c'est quelle décision avec quel quorum, c'est-à-dire combien il faut de personnes pour prendre la décision, et quelle majorité, c'est-à-dire combien doivent être d'accord pour qu'on le fasse ou pas. Et généralement, on nous demande une personne, une voix, c'est pas toujours possible selon la structure qu'on choisit. Et avantage, inconvénient, une personne, une voix, c'est bien, pour les décisions, ça permet pour les décisions importantes, quand on prévoit l'unanimité, d'être sûr d'avoir l'adhésion de tout le monde, mais à l'inverse, ça peut être un blocage aussi. Une personne, une voix, l'unanimité. En société, nous, on l'évite quand même souvent, parce qu'il suffit qu'il y en ait un
qui soit mauvais coucheur ou qui n'ait plus envie et qu'il enquiquine 1 contre 10, est-ce que ça justifie, parce qu'il y en a un qui n'est pas d'accord, de ne pas avancer? Enfin, voilà. Après, si c'est vous le 1 qui ne veut pas y aller, clairement, vous n'allez pas forcément être d'accord, mais en même temps, on parle de... L'idée de départ, c'est quand même une gestion de groupe, donc est-ce que le groupe doit être pénalisé, entre guillemets, parce qu'il y en a un qui ne suit plus, quoi. Voilà. Donc voilà. Puis on peut, généralement, quand il y en a un qui n'est pas d'accord, il s'exclut de lui-même et puis il finit par partir de lui-même, en fait. Hein. Ça, c'est vrai dans n'importe quel groupe.